Et quelle idée! Vous découvrirez le récit de 3 mésaventures rocambolesques qui auraient pu connaître une issue terrible. Nous commencerons par celle d'un couple confronté à un terrible incendie et à un choix déroutant. Je ne veux pas t'entendre. Puis nous verrons celle d'un maire victime d'une erreur policière. Levez-vous et tournez-vous! Et pour finir, nous observerons la tournure stupéfiante prise par une simple histoire de cœur. Regardez bien ces 3 intrigues et tâchez de démêler le vrai du faux. Vous saurez si vous avez vu juste à la fin de cet épisode. La première histoire s'intitule « Instinct de survie ». Ronnie Blake est souffleuse de verre. Elle a su apprivoiser les flammes, mais va vite découvrir ce qui arrive quand on joue avec le feu. C'était intenable. J'étais prise de terribles nausées. Je ne pense pas que je pourrais supporter ça une seconde fois. En 2002, Ronnie et son époux Derek s'offrent la maison de leurs rêves dans les collines boisées des abords de San Diego. Derek tenait à s'installer ici, dans la région où il avait grandi. Il voulait absolument vivre là. Il a imaginé et bâti la maison de ses propres mains. Le secteur est idéal à un détail près. Les incendies de forêt y sont assez fréquents. Nous savions très bien que la région était une zone à risque, mais nous avions choisi de faire avec. Derek a parfaitement conscience du risque. Il installe chez lui de quoi lutter contre la propagation des flammes. C'était une sorte de MacGyver. Il a fait en sorte que la maison soit totalement équipée pour faire face aux incendies. En 2007, par un été caniculaire, Derek va malheureusement devoir mettre ses installations à l'épreuve. Un terrible incendie de forêt fait rage à 30 km. Un pompier est venu nous voir plusieurs fois pour nous dire qu'il fallait évacuer. Mais Derek s'entête. Nous avons pris toutes les précautions. Ne vous en faites pas pour nous. On ne bouge pas. On reste ici. À chaque fois, Derek répondait que nous étions aptes à protéger nos biens. Madame, vous pouvez essayer de raisonner votre mari? Merci de votre visite, mais nous ne partirons pas. Le pompier a insisté. Il nous a clairement dit que nous ne pourrions rien faire pour contrer les flammes. Cette maison ne sera plus là demain. Mon mari me donnait le sentiment qu'il savait ce qu'il faisait. Moi, je ne savais plus qui croire. J'hésitais entre suivre les conseils du pompier et rester auprès de Derek. Je savais très bien qu'il n'abandonnerait jamais la maison. Merci. Alors que l'incendie est à moins de 10 km, Derek persuade Ronnie de rester à ses côtés pour lutter contre les flammes. L'incendie était violent. Il les entourait complètement. Les chances qu'ils en réchappent étaient pour ainsi dire nulles. Il est trop tard pour fuir. Les Blake vont devoir se mesurer à un gigantesque incendie de forêt. Le vent s'est mis à souffler dans leur direction. Tourne-toi! Tourne-toi! La situation était grave. J'ai vu le toit prendre feu. Les flammes se propageaient très vite. J'ai tout de suite appelé les pompiers. Je ne sais pas quoi faire. Nous lui avons demandé s'il pouvait se réfugier dans une piscine ou un étang à proximité. Les Blake sont pris au piège. Encerclés par les flammes, ils ne peuvent plus bouger. Ce n'est qu'après avoir maîtrisé l'incendie, quelques heures plus tard, que les pompiers inspectent sans espoir les ruines de la propriété. La maison était entièrement calcinée. Il n'en restait plus rien. Étant donné la violence de l'incendie, on ne s'attendait pas à trouver des survivants. En inspectant les lieux, j'ai remarqué une sorte de trappe ouverte sur le sol. J'y ai jeté un œil. Jack est pris à la gorge par une odeur putride.
Mais il réalise avec stupeur que les Blake sont là, bien vivants. La maison a pris feu. Le toit était totalement embrasé. On ne pouvait plus rien faire. La communication avec les pompiers a été coupée. Derek avait compris que nous étions pris au piège. Il cherchait comment nous protéger des flammes. Il a pensé à la fosse septique. Non! Les flammes étaient sur nous. L'air était devenu irrespirable. Il m'a fait entrer de force en me poussant à travers la trappe. Je tremblais, je pleurais, je criais. Derek, lui, ne disait rien. Je ne sais pas s'il était en état de choc, mais je lui en voulais terriblement de nous avoir mis tous les deux dans cette situation. Je ne veux pas t'entendre. Quel soulagement quand j'ai entendu les voix des pompiers. C'était pas beau à voir, loin de là. Comment dire, l'odeur était assez difficile à supporter. Leur cachette était étonnante, mais finalement, c'était un choix judicieux, compte tenu de la situation dans laquelle ils se sont retrouvés. C'était affreux. Nous sommes restés là pendant plus d'1 heure et demie. Quelle horreur. Miraculeusement, Ronnie et Derek sont en vie, mais maculés d'excréments. Ils ont survécu à l'un des plus terribles incendies de forêt de Californie, mais pas à leur mariage. Il aurait dû comprendre que nous étions en danger de mort et accepter d'évacuer comme nous le demandaient les pompiers. Je n'en reviens pas qu'il ait fait passer la maison avant notre propre sécurité. Ce récit vous a-t-il convaincu ou vous semble-t-il pour le moins farfelu? Vous découvrirez la vérité à la fin de l'épisode. Mais avant cela, je vous propose d'étudier de près la mini-légende numéro 178, Drame à la casse. Un couple de personnes âgées décide de mettre leur voiture à la casse. Au moment où ils en descendent, il se met à pleuvoir. N'ayant pas de parapluie, ils retournent à bord pour s'abriter. Mais le grutier, qui ne les a pas vus, place leur véhicule dans le compacteur. Ils s'arrêtent en entendant les cris de la vieille dame. Pour l'époux de cette dernière, il est déjà trop tard. Cette histoire est-elle vraie ou totalement inventée? C'est faux. Ne me dites pas que vous y avez cru. Si? Vous le savez, Légendes urbaines soumet à votre esprit critique 3 histoires à dormir debout. À vous de discerner le vrai du faux. Nous venons de voir celle d'un couple californien forcé à se réfugier dans leur fosse septique. Reste à savoir s'il s'agit de la réalité ou d'une pure affabulation. Place à notre seconde aventure, une livraison fatale. Cheye Calvo est le maire de la petite ville de Berwyn Heights, dans le Maryland, où il vit avec son épouse et leurs 2 labradors. Cheye est un citoyen sans histoire, mais en un instant, il va se retrouver plongé au cœur d'une bien triste affaire. Ce n'était pas joli à voir. Il avait été touché par 3 balles. Le plus étonnant, c'est que tout a commencé par la livraison d'un simple et néanmoins mystérieux colis. Un soir d'été 2008, Cheye sort pour promener ses 2 chiens. Ils adoraient tous les 2 la petite balade du soir. De retour chez lui, il remarque un paquet sur le perron. Je l'ai ramassé. Il était assez volumineux, mais relativement léger. Je l'ai posé dans le salon et je n'y ai plus pensé. Je suis monté à l'étage me préparer pour une réunion. J'étais assis sur le bord du lit quand j'ai entendu ma belle-mère hurler.
Puis il y a eu une explosion, suivie immédiatement de 3 coups de feu. Pam, pam, pam. Cheye n'entend plus ni sa belle-mère, ni ses chiens. Ensuite, j'ai entendu plusieurs personnes pénétrer chez moi en criant, et d'autres coups de feu. Quelqu'un criait « Rez-de-chaussée, rez-de-chaussée !» Et tout à coup, j'ai entendu « Au premier !» Au premier! Ne tirez pas, je suis là-haut. J'ai crié « Je suis en haut, je suis en haut, ne tirez pas !» Ne tirez pas, ne tirez Montrez pas. vos mains! Le maire ignore totalement qui sont ses assaillants. À genoux! Les mains en l'air! Marchez à reculons vers le son de ma voix! Un homme lui ordonne de descendre les escaliers en arrière. Cheye aperçoit l'un des individus vêtu comme un policier du SWAT. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi le SWAT aurait débarqué chez moi? Cheye n'ose même pas demander à ses hommes s'ils sont de la police, il est terrorisé. Quand on vous hurle de vous agenouiller sous la menace d'une arme, ça fait un choc. Tandis que les individus cagoulés mettent la maison à sac, il aperçoit ses chiens. Pourquoi vous les avez tués? Ils ont tiré à plusieurs reprises sur mes 2 labradors et ont jeté à terre ma belle-mère, une personne âgée pesant à peine plus de 60 kilos. Cheye remarque autre chose. Des policiers discutent dans le jardin. Il comprend qu'il a donc bien affaire au SWAT et fait valoir ses droits. Je n'ai pas à vous parler, vous n'avez pas de mandat. Il arrive. Vous feriez mieux de coopérer. Je leur ai dit que j'étais le maire de la ville et qu'on m'attendait pour une réunion. L'un des policiers autour de moi a eu l'air de penser que j'étais fou. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je suis le maire de cette ville. Le maire. Absolument. Vous allez avoir des ennuis. Vous avez abattu mes chiens. La colère monte. Je suis innocent. Je n'ai rien à me reprocher. J'ai au moins réussi à les faire réagir. L'un d'eux a désigné le carton du doigt. Il m'a demandé si je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est là que j'ai compris que cette boîte était à l'origine de mes ennuis. Cheye veut comprendre, mais les enquêteurs lui posent des questions pour le moins évasives. Ils m'ont demandé par exemple si je connaissais des gens originaires de la Jamaïque, Je ne connais pas de Jamaïcain. si je connaissais quelqu'un vivant en Arizona. En Arizona? Oui, ma mère habite là-bas. Ils m'ont dit que si je refusais de coopérer, ou que si ce que je racontais ne concordait pas avec ce qu'ils savaient, ils me remettraient au FBI. Cheye comprend la gravité de la situation. Il doit faire comprendre aux enquêteurs qu'il ne s'agit que d'un malentendu. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce carton. Je l'ai reçu juste avant que vous arriviez. Je me suis dit que le contenu de ce carton devait être lié à une activité criminelle. Je leur ai demandé de me dire ce qu'il y avait à l'intérieur. Le maire finit par obtenir sa réponse. 15 kilos de marijuana, qui ne lui appartiennent pas. Tout ce que j'ai fait, c'est poser le colis chez moi sans même l'ouvrir. Rien ne prouvait que j'étais lié à son contenu. Au bout d'un moment, les enquêteurs ont fini par comprendre. Après des heures d'interrogatoire, les policiers relâchent enfin Cheye. Ils ont finalement admis qu'ils avaient commis une boulette. Ils n'avaient aucun moyen de démontrer que le colis m'avait été ne serait-ce que destiné. Qu'est-ce qu'un carton rempli de drogue faisait sur le perron du maire? L'enquête a permis d'établir qu'un gang de trafiquants jamaïcains l'y avait déposé en pensant le récupérer plus tard. Mais quand la police a surgi, leur plan est tombé à l'eau et Cheye s'est retrouvé suspecté à tort. Je leur ai demandé pourquoi ils n'avaient pas simplement frappé à la porte. Les policiers ne feront aucune excuse officielle. L'un des enquêteurs m'a dit qu'il n'avait pas l'habitude de perquisitionner des maisons aussi propres et bien tenues. Et voilà comment, à cause d'un colis, une vie paisible a basculé. Cette histoire est-elle authentique? Vous le saurez à la fin de l'épisode. En attendant, je vous propose de résoudre une autre énigme. Mini-légende numéro 3441, suicide thérapeutique. Un officier à la retraite de l'armée britannique souffre de dépression. Un matin, il décide d'en finir et se tire une balle dans la tête.
Son épouse rentre un peu plus tard et le découvre en train de déguster une assiette d'œufs au bacon. Son crâne est perforé de part en part. Mais la balle ne l'a pas tué, elle l'a lobotomisé. 3 mois plus tard, sa dépression a totalement disparu. Les idées noires se sont envolées. Alors, vrai ou faux? C'est absolument vrai. Mais à ne surtout pas faire. Légendes urbaines vous permet d'aiguiser votre esprit de déduction à travers le récit de 3 aventures extraordinaires. Jusqu'à présent, vous avez vu celle des Blake, forcés à mariner dans leur fosse septique. C'est ta faute! Et celle de Cheye Calvo, maire d'une petite ville paisible, suspecté d'être un important trafiquant de drogue. Sont-elles authentiques ou révèlent-elles du fantasme total? Vous le saurez très vite. Mais avant, concentrons-nous sur la dernière histoire. Un meurtrier bien intentionné. Florence Loy, journaliste, a couvert bien des faits divers invraisemblables. Mais celui-ci remporte la palme. Quand je raconte cette histoire, personne ne me croit. Il s'agit d'une sombre affaire de vengeance sur fond d'adultère digne d'un roman policier. Même la police a du mal à y croire. Je me demande moi-même régulièrement si je n'ai pas rêvé. Nous sommes à Edmonton, au Canada, en 2010. La profonde amitié qui unissait Derek Tiberius et Michael Hancock vient de se briser. Derek n'accordait sa confiance qu'à peu de gens. Michael était l'un d'eux et il l'avait trahi. T'as couché avec elle? Non. Michael a commis l'irréparable avec la petite amie de Derek. Je te faisais confiance! Michael lui a expliqué qu'il n'aurait jamais imaginé que ça puisse arriver, mais qu'il s'est senti terriblement attiré par elle. Pour Derek, qui est alors en pleine dépression, c'en est trop. Il avait des tendances suicidaires. Il avait d'ailleurs déjà tenté de mettre fin à ses jours. Derek veut que Michael paie pour son acte. Son châtiment, l'aider à mettre un terme à son existence. C'est ta peine! Te tuer? Oui! Michael a accepté de l'aider à mourir. Son rôle consistait à le poignarder en plein cœur en faisant croire à un suicide. Allez! Mais le plan ne va pas se dérouler comme prévu. Vas-y, bon sang! Prêt? La lame du couteau ripe au contact d'une côte et perfore le poumon de Derek. Contrairement à ce que les deux hommes pensaient, Derek n'est pas mort. Appelle les secours! Celui qui voulait mourir se bat désormais pour sa survie. Michael ne savait plus quoi faire. Il s'est dit que Derek avait planifié de le faire plonger pour tentative d'homicide. Persuadé de faire l'objet d'une machination sordide, Michael pense que sa seule issue est de tuer son ami et de maquiller le crime. Mais un témoin intervient. Je n'arrivais pas à savoir si c'était une vraie bagarre ou s'il jouait. Michael s'enfuit pensant que Derek n'a pas survécu. Mais il est encore en vie. Il s'est mis à tousser. Je sentais de l'air sortir de son thorax. Tandis que Kerry tente de sauver Derek, Michael se retrouve pris au piège. Il voulait se débarrasser des preuves du crime, mais il a verrouillé sa voiture en laissant les clés à l'intérieur. Il a aussi réalisé qu'il avait laissé le couteau et son téléphone sur les lieux. De son côté, Kerry Nesbitt mettait tout en œuvre pour réanimer Derek. Il avait perdu énormément de sang, mais j'ai fait tout mon possible pour l'aider. Michael doit admettre qu'il s'est mis dans de beaux draps. Il se tourne vers la seule personne en qui il a confiance, son père. Tout ce qu'on sait, c'est que Michael a avoué à son père avoir poignardé son meilleur ami.
Celui-ci persuade son fils de se livrer à la police, ce qu'il fait immédiatement. Michael avoue avoir poignardé Derek, mais il raconte également tous les détails de l'affaire aux enquêteurs, incrédules. Il a voulu me piéger. Vous piégez? Oui. Par chance, Derek a survécu. Les policiers l'interrogent également. Il a déclaré qu'effectivement, il voulait mourir. Il nie avoir voulu piéger Michael et insiste sur le fait qu'il voulait vraiment mourir. Ce que les deux hommes ignorent, c'est que la loi est claire à ce sujet. On ne voit pas souvent de suicide assisté au Canada. Légalement, c'est un homicide volontaire. Derek n'a pas été poursuivi. Un homme a le droit de mettre fin à ses jours. Par contre, le fait de l'aider est un crime. Michael est reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à 7 ans de prison. Derek ressortira libre de l'hôpital, non sans avoir coupé les ponts avec son rival amoureux. Dans toute ma carrière, je n'avais jamais vu ça. Cette histoire d'amitié trouble correspond-elle à la réalité ou est-ce une mystification de plus? Vous allez le savoir dans un court instant. Avant, retournons à nos deux premières aventures. Pour commencer, le calvaire vécu par Ronnie et Derek Blake, qui, afin d'échapper aux flammes d'un incendie de forêt, se sont réfugiés dans leur fosse septique. Réalité ou fiction? Je m'appelle Lisette Petticelli et cette histoire est inventée. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'individus se réfugiant dans une fosse septique pour échapper à une mort certaine. Mais dans les faits, personne n'y survivrait à cause des émanations de gaz toxiques. Ensuite, l'histoire de ce maire dont les deux braves labradors ont été abattus froidement par des policiers zélés. Est-elle authentique? Je m'appelle Chaye Calvo et malheureusement, cette histoire est vraie. Pour ne prendre aucun risque lors de cette opération antidrogue, les policiers ont abattu les deux chiens comme s'il s'agissait de pitbulls enragés. Mais Chaye n'avait rien à voir avec l'affaire. Il nous reste l'histoire de Derek et Michael. Une sombre affaire de vengeance qui a laissé les policiers bouche bée. Vous semble-t-elle crédible? Je m'appelle Dan Jones, je suis enquêteur et cette histoire est vraie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette sordide affaire est rigoureusement authentique. C'est déjà la fin de cet épisode de Légendes urbaines. J'espère que vous avez su démêler le vrai du faux avec brio. Si vous avez échoué, rassurez-vous, vous pourrez vous rattraper dans le prochain numéro de Légendes urbaines.